Alors, si on est vraiment convaincu qu'il n'y a pas de solution pour le plein emploi, si on ne remet pas en cause les règles du commerce international, il faut avoir le courage de dire, dans un programme politique, il faut remettre en cause les règles du commerce international telles qu'elles existent aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire le MPEP ou même la France, vous allez comme ça remettre vous-même en cause ce qui existe maintenant depuis l'OMC de 1974, nous qui est un petit pays. 94. Eh bien, 94, j'ai dit 74. Ah, 94, oui. Marrakech. Oui, l'OMC, oui. Marrakech, 94. Marrakech, oui. Ben, on a vu hier soir. Parfois, il faut être courageux. Parfois, on peut être minoritaire et se battre. Eh bien, je pense que la France peut faire ça. La France peut prendre la tête d'une croisade pour... Croisade, c'est tout. J'ai effacé ce mot-là. Hein, d'accord? Vous me pardonnez. Pour argumenter pour un nouveau commerce international. Et je pense que si la France le fait, ça serait formidable. Elle se rattacherait à nouveau au grand mouvement, de mon point de vue, des Lumières, de la Révolution française, être à la pointe de l'innovation, du progrès social, économique, mondial. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire, nous au MPEP, on va remettre en cause et on va essayer de convaincre la population qu'il faut remettre en cause les règles du commerce international. Alors là, on n'en est qu'à l'ébauche de ce que serait ce programme. Alors comment on peut faire? C'est d'abord essayer de tirer la quintessence de la charte de la Havane et s'appuyer dessus. Parce que il y a une autre option qui a été envisagée, qu'on a discutée, qui consiste à dire, comme nous avons signé la charte de la Havane en 1947, elle existe toujours cette signature. Donc pourquoi on ne ratifierait pas maintenant cette charte? Et on en a parlé, Nikonov, je crois que tu as parti. Après réflexion, je pense que ce n'est pas la bonne solution, parce qu'il y a trop de domaines, on les a plus ou moins aperçus, sur lesquels il y a besoin d'une actualisation. Donc l'idée, ça serait de s'appuyer d'abord sur des principes généraux. Et donc la France dirait, par exemple, que on reconnaît le bien fondé de l'analyse de l'ONU. Pour la paix dans le monde, il y a la nécessité de prendre en compte les situations économiques et sociales des pays. Reconnaît le bien fondé des objectifs de la charte de la Havane pour la paix, c'est-à-dire le plein emploi pour chaque nation, l'équilibre de la balance de paiement pour chaque nation, et reconnaît le bien fondé des méthodes universalistes qui sont proposées, c'est-à-dire la coopération et non la concurrence entre les nations souveraines, et la non-discrimination entre les nations souveraines. Alors ça, c'est discutable. Nous, c'est la synthèse qu'on fait de ce qu'est la quintessence de la charte de la Havane. Donc la France reconnaît que cette analyse est bonne, qu'elle l'a fait sienne. Alors elle l'a fait sienne comment? Je pense qu'il faut qu'il y ait un accord national sur ce domaine. Ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait un débat au niveau du Parlement, un référendum, pour officialiser, donc béton, si je puis dire, que pour nous, le commerce international et le plein emploi, c'est sur ces règles-là que ça doit être fondé. Il faut d'autant plus faire un débat national sur le sujet, qu'on en a encore parlé hier soir, que tout ce qui est du domaine du commerce international, de l'OMC, du traité transatlantique, on est complètement mis de côté. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Donc je pense que ça sera déjà un progrès considérable que d'annoncer
que va faire participer la population au maximum à ce domaine-là, qu'il y aura une transparence totale, que les choix seront validés avec eux. Je pense que c'est un point important. Alors, si on est d'accord sur ces principes, il y a déjà un avantage évident, immédiat. C'est une justification supplémentaire de la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OMC, du FMI, puisque ces organisations ne répondent pas aux principes qu'on a évoqués à la page précédente. Je ne vais pas faire le détail, mais on peut reprendre les principes exposés et dire, ah oui, l'UE, ah ben non, ça il ne respecte pas, ah ben l'OMC, le FMI, etc. Donc on a une justification complémentaire, je ne dis pas que c'est la seule, pour sortir de tous ces organismes. Bien, une fois qu'on a, la France a reconnu, par référendum, le bien fondé des fondements de l'ONU et de la charte de la Havane, eh bien, il faut y aller et proposer aux autres pays, si comme nous vous reconnaissez ces fondements, on vous propose de se mettre ensemble et de former une nouvelle organisation internationale du commerce. Alors, je l'ai appelée Organisation internationale du commerce par la coopération, ça c'est une idée personnelle, on peut changer le nom. Et il y a besoin, on l'a vu, d'actualiser la charte de la Havane. On ne peut pas s'appuyer directement dessus. On a vu qu'il fallait l'actualiser sur les problèmes de tarifs, sur les problèmes de dumping, sur les problèmes de dévaluation. Ce n'est pas le plus important, et je pense que ça, on le fera assez facilement. Je pense que le point d'actualisation qui est le plus important, c'est qu'au moment de la charte de la Havane, je l'ai dit précédemment, les préoccupations d'environnement et écologique n'existaient pas du tout. Et il y a besoin d'intégrer dans la charte de la Havane ces préoccupations. Peut-être de faire un lien avec la déclaration de Cocoyoc. Mais enfin, je veux dire qu'il y a une réflexion à avoir et ne pas conserver que le but du commerce international, c'est de développer à mort la consommation, la production et les échanges. Ça peut être remis en cause éventuellement si on négocie. Et là, par contre, je pense que cette partie-là, à renégocier, je pense qu'elle est assez complexe. Mais est-ce qu'on peut avoir des copains, des pays qui vont venir avec nous dans notre fameuse organisation? Alors, on peut penser d'abord, c'est les premiers auxquels on pense, je pense assez naturellement, aux gens de l'ALBA. Non pas que l'accord de l'ALBA ressemble à la charte de la Havane, pas du tout. Et par contre, ils ont une conception assez anti-libérale, ultra-libérale, disons, qui est un peu notre conception, la conception des principes fondamentaux du commerce international. Et on peut penser que peut-être on pourrait en faire venir certains avec nous dans cette organisation. En tout état de cause, si jamais la situation se présente, je pense qu'il faut demander immédiatement d'être observateur au niveau de l'ALBA. Vous savez qu'il y a des pays qui peuvent être observateurs au niveau de l'ALBA, et je pense que ça serait intéressant que la France présente sa candidature pour être observateur, et pour échanger, pour se documenter, parce que c'est très difficile de se documenter sur l'ALBA en France, d'abord parce que presque tout est en espagnol. En plus, on a l'impression qu'à part l'accord sur l'échange entre les médecins cubains et le pétrole vénézuélien, on a l'impression que c'est assez vide derrière. On a une certaine impression de vide qui est peut-être erronée. Moi, c'est l'impression que j'ai eue. Ça demanderait de travailler, voir qu'est-ce qu'il y a réellement comme contenu derrière. Il y a une monnaie commune qui s'appelle le sucre. Ils ont décidé. Elle est très peu utilisée. Elle est presque pas utilisée. Donc, quelle est la réalité qu'il y a derrière l'ALBA? Je pense que c'est intéressant de travailler la chose. Joël est un spécialiste du domaine. Excusez-moi, les pays de l'ALBA, c'est... Ah, pardon. Alors, les pays de l'ALBA, c'est le Venezuela, la Bolivie, l'Équateur, Cuba,
Et puis plein d'îles des Caraïbes, là. Et puis il y a un pays de... Non, il a été exclu d'Amérique entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, là, dans l'isthme. Il y a un pays qui a été exclu. Non, le Chili n'y est pas. Il y a les observateurs, bien sûr, qui sont d'Amérique du Sud, mais ils ne font pas partie. C'est l'Argentine n'en fait pas partie, mais je crois qu'il y a les observateurs. L'observatrice. Donc je pense les que... moteurs, c'est le Venezuela et Cuba. Venezuela, Cuba, c'est... Oui, les deux moteurs. Un premier accord Venezuela à Cuba, et l'Équateur est arrivé, il y a eu un accord à 3, puis petit à petit ça s'étend. Donc l'ALBA, ça pourrait être... Pour dire une chose, le Honduras, avec Manuel Zelaya, a été, donc il y a eu un coup d'État au Honduras, parce qu'on a voulu, parce que Zelaya, pour un libéral, voulait s'intégrer dans le pays de l'ALBA et avoir d'autres règles du commerce international. Alors, c'est le Honduras qui a donc été exclu à un moment de l'ALBA, c'est ça que vous dites? Non, il n'a pas été exclu. Il n'est pas rentré. Ah, il n'est pas rentré. Mais il y en a un qui a été exclu. Je ne sais plus lequel, suite à un coup d'État. Bon, attendez, on va pas... Parce que là, on est déjà à la pause, il n'y a même pas de questions, là, non? Là, on est normalement à la fin. À la fin du fin? Non, on est à la fin de l'exposé de... Alors, quels pourraient être les autres partenaires dans une affaire comme ça qui soutiendraient notre position? Alors, voilà, je vais vous aider à en trouver. On lit bien là ou pas? Oui. Ça, c'est les balances commerciales des pays. Alors, pas toutes, hein, j'ai pris ceux qui sont les plus excédentaires, ceux qui sont les plus déficitaires. Alors déjà, dans les plus excédentaires, alors la Chine, bien sûr, mais vous remarquerez le rôle absolument déterminant de tous les pays qui fournissent de l'énergie. Vous avez l'Arabie Saoudite en deuxième position, la Russie, le Qatar, la Norvège, le Koweït, l'Iran, les Émirats Arabes Unis, le Venezuela, on en parlait, l'Algérie, l'Irak. Donc les pays fournisseurs de pétrole et d'énergie sont absolument déterminants. Bon, ça, je pense pas qu'on fera des copains avec eux. Hein? Je pense pas qu'ils adhèrent à notre charte. Avec le Venezuela. Oui, il y a même le Venezuela. Alors le Venezuela, ça serait l'exception. Dans les pays fortement déficitaires, il y a déjà parce qu'on n'a pas les ordres. Vous voyez le chiffre des États-Unis? Vous voyez le truc énorme que c'est? 600 milliards. 600 milliards. Vous voyez pas de l'eau? C'est trop petit. C'est trop petit. 600 milliards de dollars. Alors après, il y en a qui pourraient être des partenaires. C'est tous les gens de l'Europe du Sud. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, qui ont tous des déficits importants. Ils pourraient être d'accord avec nous pour changer les règles du commerce international. C'est une possibilité. Hein. Alors, je ne sais pas qui a fait allusion aux pays du Sud. Je pense qu'il pourrait être intéressant, effectivement, avec l'Afrique. Avec ce qu'on a vu sur... vous avez vu la possibilité de mettre des restrictions pour permettre le développement d'une industrie ou d'un commerce. Je pense qu'on pourrait, je sais pas, essayer de convaincre les pays africains de rentrer dans ce jeu, par exemple en mettant, en évoquant la souveraineté alimentaire pour ces pays, la possibilité pour eux de ne plus vendre leurs matières premières de façon brute, mais déjà un peu transformées. Je pense que c'est des avantages tous azimuts, ça. Je pense que ça peut les intéresser, et je pense que ça règle un autre problème, qu'on n'arrête pas de nous parler, tous ceux qui viennent de ces pays et qui veulent venir chez nous. Donc, je pense que là, c'est purement une réflexion personnelle, hein, je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut intéresser ces pays-là. Pardon. C'est les terres de l'Afrique avec l'accaparement des grandes puissances sur les terres. Oui. Je pense qu'on peut peut-être arriver à convaincre les pays africains à rentrer dans ce jeu. Ouais, les francs CFA. Hein?
BPI du franc CFA déjà. Alors oui, parce qu'en plus, nous avons, bien sûr, nous avons un avantage avec le problème de langue, et on est assez proche d'eux quand même. Au sujet du tableau, là, il y a 600 milliards pour les États-Unis, et les 10 pays qui suivent sont entre 70 et 60 milliards. Mais ils sont plus petits, hein. Oui, mais... Hein? Ils sont beaucoup plus petits, hein. Proportionnellement, c'est à peu près la même chose. Pas loin. Pour une fois qu'on essaie de le dire, on va pas Le Brésil est pas si petit. Non. Alors là, c'est oui, pas alors du par tout exemple, c'est dire, on va se mettre les BRICS avec nous. Puisque les BRICS, c'est eux qui font échouer actuellement l'OMC. L'OMC, c'est devenu une coquille vide maintenant. Hein. C'est pour ça qu'il y a, le besoin de faire l'accord transatlantique. Mais alors les BRICS, vous voyez, c'est compliqué là, parce que vous avez la Russie qui est à gauche. L'Inde, alors l'Inde, oui, sera intéressée, le Brésil peut-être aussi, mais dans leur philosophie aujourd'hui, je ne les vois pas dire, allez, on change les règles du commerce. Ils ont envie de s'appuyer sur ces règles-là pour se développer aujourd'hui. J'ai l'impression. Mais ça, c'est la réflexion de chacun. Hein. Alors, une fois on espère avoir trouvé des alliés, eh ben, les pays du monde se répartissent en deux groupes. Alors ça, c'est pas nouveau, avec la charte de la Havane, c'est la même chose. Il y a ceux qui ont adhéré à l'OICC et qui appliquent le nouveau traité sur le commerce international, et il y a les autres. Ce que prévoit la charte de la Havane, aussi, il y a les autres. Pour les autres, eh ben, on fera des propositions d'accords bilatéraux, peut-être du genre ALBA, c'est-à-dire jeter genre des docteurs contre... Je ne pense pas que l'Allemagne va accepter, par exemple, qu'on fasse un accord avec elle en disant on limite nos importations de voitures. J'ai du mal à l'imaginer. En plus, comme je vous ai expliqué, ces accords bilatéraux sur les limitations d'importation peuvent être détournés très facilement. Donc, enfin, et si vraiment il n'y a pas d'accord du tout, qui ne veulent pas participer, eh bien, on prendra des décisions unilatérales. C'est-à-dire, on étendra aux pays non membres de l'OICC les décisions prises au niveau de l'OICC. Sachant que l'objectif de tous ces accords, c'est pas de devenir le roi de l'importation, c'est d'équilibrer notre balance des paiements. C'est plus être le champion des exportations. On se limite à vouloir équilibrer notre balance des paiements, dans l'esprit de la charte de la Havane. Pourquoi, au lieu de balance des paiements, on parlerait pas de balance des échanges? Non, si on doit changer, il faut prendre balance commerciale, qui est la terminologie. Ah oui, vous pensez au troc. Non, je veux dire, parce que balance des paiements, c'est un budget équilibré. C'est ce que les gens peuvent penser quand on prend ce mot-là. Oui, non, je sais pas, vous étiez là quand j'ai fait le petit... Pardon. Ah oui. Et voilà, et vous êtes puni. Et voilà, vous êtes puni parce que vous posez la question auquel on a déjà répondu. On en parlera, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit avant. C'est une ébauche de programme. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau national? Bien sûr, il faut se préparer au niveau, mais là il n'y en a plus que deux. Il reste 10 minutes. Ouais. Au niveau national, bien sûr, il faudra qu'on se prépare. On se prépare au fait qu'on soit cohérent par rapport à ce qu'on fait au niveau international. Il faudra qu'on se prépare. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, au niveau international? Eh bien, il faut qu'on s'appuie également, comme on l'a fait précédemment pour trouver les alliés, sur notre situation. Or, notre situation, elle a une caractéristique bien particulière. Je vous montre. Il faut lire, lisez pas le détail, lisez ces deux lignes-là. Il faut les lire. Balance commerciale industrielle. Alors, vous avez la balance commerciale, en gros, de l'énergie et des matières premières. Énormément déficitaire. Moins 62 milliards d'euros. Tout le reste, hors industrie, hors l'énergie, moins 24 milliards. Sur un total de déficit de la balance commerciale de 86 milliards. Donc on voit que le rôle de l'énergie est absolument déterminant.
c'est l'énergie qui fait l'essentiel du déséquilibre de la balance commerciale de la France. Alors, si on veut être dans l'esprit de la Charte de la Havane, ça veut donc dire que la priorité des priorités pour la France, ça doit être, de mon point de vue, et je vois que Michel Marchand est au fond de la salle, ça va être de travailler sur la transition énergétique, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique. Si on veut vraiment améliorer la balance de paiement, la balance commerciale, appelons-la commerciale maintenant, parce qu'on n'est plus dans la Charte de la Havane, ça devient un objectif pour moi qui devrait être prioritaire, au moins pour le MPE. Alors pour les produits hors énergie, bah, là ça va être à nous de décider. Non, je passe tout de suite. Voilà la situation de la France. Là, ces produits-là, on est excédentaire, ces produits-là, on est déficitaire. Alors, on voit tout de suite, à gauche, le rôle prioritaire, ça c'est Airbus. Airbus, c'est énorme, hein, 20. Alors après, on voit les spécificités de la France. Le produit de luxe et la bouffe. Le luxe et la bouffe, hein, vin, céréales, produits laitiers, boissons alcoolisées, articles de voyage, etc. Et alors moi, ce qui me fait mal à chaque fois que je vois ça, surtout quand on a travaillé chez Philippe, je peux vous dire, qu'est-ce qui ne va pas? Les ordinateurs, véhicules automobiles. Les véhicules automobiles, il y a 10 ans, la balance était positive. Il y a 10 ans. Les équipements de communication, un certain nombre de produits textiles, et vous avez donc tout ce qui est ordinateur, produits électroniques grand public, appareils électroménagers, donc il y a tous ces produits-là qui sont fortement déficitaires. Et vous avez le domaine du textile aussi, qui est beaucoup externalisé. Alors, il y a ce qu'on importe de Chine, mais je vous donnais l'exemple de la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays roi pour accueillir des sociétés françaises qui exportent à 90%, qui ne payent pas d'impôts, qui reçoivent de l'argent pour venir s'installer. Hein. Il y en a énormément en Turquie, mais en Tunisie. D'ailleurs, en Tunisie, on leur a dit, hein, ça pour savoir un truc. Quand il y a eu la fameuse révolution, émeute, est-ce que vous connaissez le premier ministre le premier des ministres de l'époque qui s'est rendu en Tunisie? C'est monsieur Éric Besson. C'est celui qui est passé de la bouche à l'avance. Il était ministre de l'Industrie. Il a réuni. Il était marié à une Tunisienne. Il était marié à une Tunisienne, c'est peut-être une explication. Il était, oui, effectivement. Il a fait venir le syndicat patronal tunisien, ainsi que. Et il leur a dit attention, si vous augmentez les salaires en Tunisie, vous n'allez plus être compétitif. Peut-être on aura intérêt à aller s'installer en Turquie ou en Égypte ou je ne sais pas où. Le chantage qui a été fait, c'est énorme. Monsieur Éric Besson était accompagné de l'acheteur de chez Peugeot. Ils sont allés dans la ville de Béja, qui se trouve à côté de Tunis, qui fabrique ce qu'on appelle les pieuvres pour les voitures. Vous savez, dans les voitures, vous avez plein de câbles qui vont fabrique des pieuvres. Et elle fournit d'ailleurs cette usine presque toutes les entreprises européennes. Et là, il a répété, attention, hein, ne les augmentez pas. Vous n'allez plus être compétitif. Les organismes de tourisme qui sont allés en Tunisie, les organisateurs de voyages français, ils ont dit la même chose. Donc, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que dans le cadre actuel des règles du commerce international, il est impossible à un gouvernement tunisien de répondre aux demandes sociales de la population. C'est impossible. Parce que, immédiatement, j'arrête. Oui. Et donc, je vais m'arrêter là. Simplement, bien sûr, sur le dernier point, ces actions de rééquilibrage de la balance commerciale, énergie et réindustrialisation permettront de développer l'emploi, mais n'assureront pas le plein emploi. Hein, c'est toujours le truc du départ.
Pour atteindre le plein emploi, elle devra être complétée par des actions spécifiques, comme le droit opposable à l'emploi, ou ce que dit le MPEP, ou ce que dit aussi les postes keynésiens, l'État employeur de dernier recours. Et la désintensification du travail, le temps de travail, les rythmes qui sont demandés, c'est par ça qu'on peut compléter et aller au plein emploi, sachant que le domaine de réindustrialisation a été traité avant. Je vous remercie. Et,